Bonsoir à tous, c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour les GGMO, j'espère que vous allez bien. Un début de semaine riche en sujets sur lesquels nous allons débattre, et les voici. -3 dans 3 heures tout juste, la seule porte d'entrée de l'État d'Israël, l'aéroport Ben Gurion, ferme ses portes pour une semaine minimum. Au nom de la lutte contre le Covid, n'a-t-on pas enfreint la totalité de nos libertés individuelles? Est-on entré dans une ère, allez, osons, de dictature sanitaire? Ce sera notre débat au pays de Bibi. Il accuse la France de racisme d'État, Macron d'abus d'un pouvoir cynique et autoritaire. L'avocat Ari Halimi, auteur du coup d'état d'urgence, passera aujourd'hui le grand oral des GGMO. Et puis c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens défilaient place Tahrir au Caire. Le printemps arabe débutait avec son lot d'espoir. Mais 10 ans plus tard, le bilan est bien sombre. Alors démocratie et monde arabe sont-elles deux notions incompatibles? Débat politiquement incorrect avec nos GGMO. Et je salue nos grandes gueules du lundi soir. Bonsoir Noémie Aliwa, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsahal et spécialiste de communication et gestion de crise. Bonsoir Ali Waked, heureux de vous retrouver comme tous les lundis, directeur de la chaîne i24 News en arabe. Et je salue également nos grandes gueules à Paris qui j'espère sont arrivés, Abnous Chalmani et André Berkoff, que l'on retrouvera dans quelques instants, je l'espère. Voilà, vous êtes là tous les deux, tout le monde est prêt, c'est formidable. Bonsoir André. Bonsoir Abnous, j'espère que la connexion fonctionne avec vous. Petit rappel, voilà, ça marche, tout va bien. Petit rappel pour les uns et les autres, nos débats, je sais, sont vifs dans cette émission. Aussi, nous avons un petit indice sonore quand il faut un petit peu calmer les débats et je vous demanderai les uns et les autres de le respecter. Et si vous le voulez bien, eh bien, commençons par évoquer cette porte qui se referme ce soir au pays de Bibi. Cette porte, précisons-le, évidemment, et je vous l'ai dit dans le sommaire, c'est l'unique porte d'entrée de l'État d'Israël. Elle se referme pour une semaine au moins à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv. D'ailleurs, on va tout de suite retrouver sur place notre envoyé spécial, Yael Khan. Yael, 3 heures nous séparent de la fermeture. Y a-t-il encore des avions qui atterrissent à l'heure actuelle? S'il te plaît. Et oui, Benjamin, il y a encore des avions qui atterrissent ici à l'aéroport Ben Gurion, des avions en provenance d'Autriche, de Russie. À 21h30 arrivera celui en provenance de Paris. J'ai pu parler avec certains voyageurs, dont un notamment qui vient de New York. Son avion qui devait arriver à Tel Aviv devait arriver mercredi, mais il a été annulé et l'homme a donc dû le décaler à aujourd'hui. Et cet homme était très mécontent car il a perdu beaucoup d'argent. En revanche, au niveau des départs, peu nombreuses étaient les personnes qui ont décidé de quitter Israël un peu avant les 12 coups de minuit et avant que la fermeture du ciel n'ait lieu. J'ai néanmoins rencontré une mère de famille russe et son enfant de 8 ans. Tous deux sont arrivés en Israël il y a un mois pour que le petit garçon reçoive un traitement contre le cancer et tous deux devaient repartir en Russie demain. Mais comme vous le savez, leur vol a été annulé. La maman était donc très inquiète de ne pas pouvoir revenir dans son pays alors qu'elle ne peut pas rester en Israël pour des raisons familiales. Vous l'aurez compris, cette nouvelle restriction imposée par le gouvernement israélien pour empêcher la propagation des variants du coronavirus a mis en difficulté de nombreuses personnes aujourd'hui. En direct de l'aéroport de Ben Gurion, un aéroport qui va fermer ses portes dans 2h55 maintenant. On sait que ce compte à rebours est important. Olivier Rafovitch, je vais commencer avec vous en tant que colonel de réserve de Tsahal. On l'a dit et on l'a répété, Israël gère aujourd'hui cette pandémie comme une guerre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dégâts humains, des dégâts psychologiques. Je pense à ceux qui nous regardent depuis la France, des familles qui sont séparées depuis quasiment 1 an. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un petit peu plus de souplesse? D'abord, bonsoir et merci encore pour cette magnifique réunion. Nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. Une guerre sanitaire, une guerre qui a des implications psychologiques, économiques, sécuritaires aussi. Et dans cette guerre-là, nous sommes une île. Israël est une île. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. On y arrive par avion, on y repart par avion. Il n'y a pas d'autre, presque aucune autre porte d'entrée ni de porte de sortie. Et on a cette capacité de pouvoir fermer le pays hermétiquement. Par rapport à l'aéroport Ben Gurion, d'abord, il aurait dû être fermé bien avant.
on a laissé rentrer malheureusement des variants, des mutations. Encore une fois, les noms sont de plus en plus nombreux. On parle d'un Californien, on parle d'un Sud-Africain, d'un Brésilien. Quelque part, ça devient presque des noms de Coupe du monde de football. Ou alors d'endroits magnifiques dans le monde entier. Mais il est clair que nous sommes aujourd'hui avec... On sait que certains variants sont arrivés dans certains avions. C'est ça que vous voulez dire. Et qu'au fond, c'est par là que les nouvelles contaminations sont arrivées. Notamment depuis Dubaï, par exemple, ce qui prouve que la décision sur la fermeture de l'aéroport aurait dû être prise il y a quelques bonnes semaines, mais M. Netanyahu n'a pas voulu gâcher les relations assez nouvelles entre Israël et les Émirats, et c'est une des raisons pour lesquelles il a tardé à prendre cette décision. L'entourage de M. Netanyahu sait qu'il s'agit d'une décision qui est, on peut la décrire, peu et tard, parce que, depuis quelques semaines, quand le monde a découvert ces nouvelles mutations, comme on dit, Olivier, mutations, variants, on ne sait plus comment les définir, cette décision aurait dû être prise beaucoup plus avant. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce n'est pas avec le corollaire quand même, on est en train d'isoler totalement et de refermer totalement ce pays comme une coquille. À l'heure actuelle, nous sommes dans une situation de fermeture presque hermétique. Maintenant, c'est compliqué. On aurait dû le faire avant, mais fermer Ben Gurion, c'est fermer le pays. Et fermer le pays, c'est prendre des décisions qui peuvent porter... Le pays, y compris aux Israéliens, parce que vous avez des Israéliens qui sont à l'extérieur. Attendez, du pays, y compris à tout le monde. Y compris à tout le monde. Mais les Israéliens, c'est leur pays. Y compris à tout le monde, oui, mais attendez, bien sûr. Mais on donne d'abord aux Israéliens à l'étranger un laps de temps pour pouvoir venir. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la situation est très grave. Plus de 4500 morts aujourd'hui en Israël. Il y a encore, malgré une baisse des contaminations, encore un haut degré, vous avez vous-même, au niveau de la mortalité, la morbidité, et également de cas graves dans les hôpitaux israéliens. Nous sommes face à un grand dilemme. Un dilemme d'ailleurs qui est classique entre l'économie, je dirais le normal, et la santé, voire les efforts pour sauvegarder la vie. Et dans ce dilemme-là, Netanyahou et le gouvernement israélien ont pris des décisions, à mon avis, trop tardives, mais qu'on peut comprendre et qu'on Pour peut une fois, expliquer. vous êtes d'accord tous les deux, d'une certaine manière, c'est rare. Je vais demander à Paris ce qu'ils en pensent. André Berkoff, par exemple, quand certaines personnes emploient l'expression de dictature sanitaire, sachant que, et j'ai précisé, on l'a appris il y a un petit peu plus d'une heure maintenant, chez vous en France, il n'y aura pas d'annonce finalement cette semaine de l'Elysée. Ce qui était prévu peut-être mercredi, on parlait d'une annonce d'Emmanuel Macron, finalement est reporté. Est-ce que l'expression dictature sanitaire, vous l'approuvez, vous ou pas, André Berkoff? Alors je vais vous dire, je vais être provocateur, mais j'aurais aimé qu'il y ait une dictature sanitaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'aurais aimé au moins un cap, qu'on ne joue pas l'accordéon. Je parle de la France. Hein. C'est-à-dire, on ne joue pas au stop and go. Qu'est-ce qui se passe depuis un an ? Alors on comprend, il y a un an, on ne savait pas ce que c'était, que ce virus, on pouvait aller faire n'importe quoi sur les masques, les tests, etc., etc. On disait pas besoin de masques, hein, vous vous rappelez, les tests, on ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, au bout d'un an, on sait quand même ce que c'est que ce virus. Et quand vous parlez de variants, je vais vous dire, il y a beaucoup de médecins qui avaient dit il y a presque un an, mais c'est un virus qui mute. Tous les virus mutent, plus ou moins fort. Alors, il a déterminé pourquoi en Californie, vous avez vu ce qui se passe en Californie, en Angleterre, au Brésil, en Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle des mutations. Le problème... Mais vous, André, vous aimeriez être comme ici en Israël, qu'on ferme les frontières françaises ? Moi, je vais vous dire, il fallait fermer les frontières il y a longtemps aussi, oui. Oui, absolument. Fermer les frontières, pourquoi ? C'est pour soigner mieux, pour dépister, soigner et traiter. Parce qu'on vous disait, ah mais le virus, il connaît pas les frontières. Mais les gens qui portent le virus, ils connaissent les frontières. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même. C'est une maladie mondiale. Si on ne prend pas les précautions qu'il faut prendre, eh ben on arrive à faire, voilà, on va reconfiner, on fait 18 heures ou 20 heures, on attend, on la vit au doigt mouillé. C'est pas possible. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir ce qu'on veut. Si on traite, on confine, on traite les malades, on soigne et on traite les malades, et on les traite et on les soigne, mais on ne met pas une population entière en confinement. Je rappelle simplement, on l'a dit ici, Benjamin, et chez vous, on l'a dit, c'est pas une pandémie, c'est une épidémie grave, mais ce n'est pas une pandémie. Alors, on va pas relancer la bataille sur les mots ce soir, André, pardon.
On va pas recommencer, mais en tout cas, juste sur le qualificatif. Noémie Aliwa. Justement, sur le qualificatif, vous dites que vous auriez aimé une dictature sanitaire. Est-ce que c'est parce que peut-être ça aurait poussé la population à réagir davantage ? Oui, exactement. Je pense qu'il faut mettre tout le monde en face de ses responsabilités. Vous voulez, c'est un virus qu'on ne connaît pas, c'est un virus qu'on n'a pas vraiment, si vous voulez, évalué au départ, et c'est normal. Mais écoutez, il y avait quelque chose, on sait comment ça se transmet, etc. Qu'est-ce qu'on a fait chez nous ? Aujourd'hui, en 2 mots quand même, aujourd'hui, alors que je vous parle, c'est formidable, hein, on l'a fait à 18h. Et les trains bondés, les gares bondées, les métros bondés, les remontées mécaniques en revanche, en plein air, eh bien, on ne les fait pas. Il y a quand même un illogisme du traitement et de la gestion du Covid où vous avez des gens, pardon, je voudrais juste dire un mot extraordinaire quand même. Ce matin même, notre ministre de la Santé, Olivier Véran, disait, écoutez, on va arriver à soigner tout le monde d'ici fin août. L'après-midi même, Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, il dit non, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'a dit mon collègue ou Olivier, mon ministre, mais très franchement, c'est pas possible. C'est-à-dire, entre eux, il y a de l'incohérence en pouvoir. Et le ministre de la Santé, ils n'arrivent pas à s'entendre. Abnous, à côté de vous, est-ce que c'est pas ça, au fond, le plus agaçant, qui est ce sort de va-et-vient permanent? Mais ça, je peux vous dire qu'on le vit, nous, ici, à Tel Aviv, et vous le vivez à Paris, chacun avec son délai et ses décisions. Exactement. Je veux dire que pandémie et épidémie, la réalité, c'est que c'est une réalité internationale. Donc tous les pays du monde sont confrontés à la même épidémie. Et c'est là aussi, d'un point de vue totalement philosophique, les progrès de la science. On est au 21e siècle et effectivement, une épidémie arrive, un virus que nous ne connaissons pas, et chacun est là. On a l'impression de sortir la boîte à outils du dimanche, et chacun essaye de bricoler boîte à outils, ça veut dire que c'est amateur. De s'adapter en prenant en compte la réalité de sa population. Pour tout le monde, c'est amateur puisque c'est inédit. Ce qui est inédit est amateur. Donc on a ce sentiment-là. Vous voyez, par exemple, en France, là, on est dans ce débat-là en train de se dire, faut-il confiner le couvre-feu ? Le couvre-feu, ça fait même pas 15 jours à 18h. Donc on n'a même pas eu le temps de lui laisser faire ses preuves. On est là, confinement, une espèce d'hystérisation, alors même qu'on compare ce qui est incomparable. En France, depuis le mois d'août, les masques non seulement sont obligatoires à l'extérieur, mais en plus, les gestes barrières sont martelés du matin au soir. Donc a priori, j'ai le sentiment que tout le monde les a intégrés, puisque début décembre, on nous annonçait l'apocalypse post-fête. On nous disait que Noël et le Nouvel An, quoi que nous fassions, quoi qu'il arrive, le 15 janvier, les hôpitaux seraient saturés, la fin du monde serait aux portes de la France. Eh bien non, les Français ont tenu. Et on nous compare au Royaume-Uni, où les pubs ont été ouverts jusqu'au 15 décembre, où les masques ne sont obligatoires nulle part. Donc qu'ils soient dans une non-maîtrise de l'épidémie, rien de plus normal. Comparons le comparable. Après, juste un mot sur les fermetures de frontières. De tout temps, il se trouve que je suis une passionnée d'histoire. Aucune frontière n'est totalement fermée. Quoi que vous fassiez, quoi que vous essayiez, il y a toujours quelqu'un qui peut se faufiler. Et manque de bol si cette personne porte maintenant le nouveau variant californien. Je veux dire qu'on ferme les frontières est une chose, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Vous dites que ça le change virus pas grand-chose. nous donne ce sentiment au bout d'un an de faire absolument ce qu'il veut. Et on est là avec nos petits outils en train de lui courir après. Donc voilà, chacun fait comme il peut. C'est totalement parlons des petits outils. Maintenant, il y a une réalité auquel on est tous confrontés. C'est pas la dictature sanitaire, c'est sincèrement... On va sortir de là en lambeaux. Il y a quand même une réalité, c'est que nous ici, d'un point de vue mental, on est mort. Nous ici, vu de Tel Aviv, jeudi, on annonçait très fièrement avec Noémie que ça y est, Netanyahou nous promet, au mois de février, on va rouvrir les salles de spectacle, tout va recommencer, la vie reprend. Entre-temps, patatras, il y a les histoires de variants qui commencent à contaminer. Et écoutez, aujourd'hui, à la veille de sélection, je vais vous faire réagir, mais écoutez par Yuli Edelstein, qui nous annonce aujourd'hui, faites attention finalement, hop, 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 on s'emballe pas, écoutez-le. Il y a une ambiance qui s'installe, comme si la crise du Covid-19 allait s'arrêter dans quelques jours. Mes amis, il faut le dire, nous n'en sommes pas là. Nous allons continuer à vivre avec le coronavirus encore quelques mois. Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Je ne vais pas vous dire que d'ici un mois, tout reviendra à la normale, alors que ce n'est pas le cas. Olivier Rafovitch, ça peut rendre fou. D'abord, ce va-et-vient permanent entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. Alléluia, on est le pays des vaccins, on va rouvrir les salles. Finalement, non, on ferme Ben Gurion, on nous annonce que ça va mal. Soyons un petit peu, on va dire, pragmatiques. C'est une situation qui est chaotique.
On ne connaît pas le virus, ça fait à peine un an que ça existe. C'est la situation, Attendez, la gestion. Un instant, justement. De manière, je dirais, intelligente, Israël gère ce problème. L'armée joue un rôle important, pas pour arrêter les gens dans la rue, mais pour la logistique et pour le renseignement. Je pense que la France, qui a une très grande armée, c'est une grande puissance militaire, la France devrait aujourd'hui, parce qu'il y a, je pense, non pas une gestion mauvaise, mais je pense qu'il y a une anarchie sanitaire en France et dans d'autres pays en Europe. Je dis bien anarchie sanitaire, qui fait qu'une femme de 80 ans qui veut aller se vacciner aujourd'hui, qui attend son vaccin, dont on parle jour et nuit, ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas lieu de vaccination. Enfin, c'est un grand chaos même technique. Dans ce sens-là, je pense que la France aujourd'hui, non pas doit voir Israël comme un modèle, mais doit s'inspirer d'Israël en tant qu'État démocratique, je dis bien démocratique, qui gère une grave crise sanitaire. En prenant certaines décisions qui justement interpellent notre invité qui arrive dans un instant. Les décisions, Ali Waked est en avance. Les décisions sont parfois compliquées, mais elles sont courageuses. Fermer l'aéroport Ben Gurion, qui est le seul... Vous dites c'est courageux, il fallait le faire. Il peut se faire que les décisions sont courageuses, il peut se faire que les décisions sont problématiques, mais les décisions sont sans doute politisées, Benjamin Netanyahu prend ses décisions selon le dernier sondage, selon le dernier conseiller, et on a l'esprit que nous, les décisions sont prises vu par rapport au sondage. On décide de fermer Ben Gurion, c'est grave. Attendez, il y avait une unanimité ici que cette décision était prise. Le Danemark, Chypre, d'autres pays européens de l'Union européenne demandent à Israël de l'aide logistique et technique pour avoir des vaccins. Des hommes, ces pays-là, vous savez le nombre de décédés. Vous savez le nombre des gens morts en Chypre, vous avez mentionné Chypre. Chypre, c'est quelques dizaines par rapport, et ils sont beaucoup moins nombreux qu'Israël. C'est une quarantaine ou quelques centaines. Alors nous, avec plus que 4 500... L'Allemagne avait très peu de morts, et aujourd'hui, elle en a plus de 50 000. Le nombre de morts est très variant par rapport à des situations. Encore une fois, c'est un virus qui est très chaotique dans sa gestion et dans son évolution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'État d'Israël aujourd'hui assure être, à mon avis, à mon humble avis, une démocratie qui gère ce problème grave d'une manière unique au monde aujourd'hui. Moi, je parle de décisions politiques. Vous savez, hier, Benjamin Netanyahu a décidé de me donner, moi, à tous les citoyens israéliens, 750 shekels, vu presque 250 dollars, à moi et à mes enfants. Donc, donc vous savez que les fonctionnaires du ministère de la Finance, bon, c'est une catastrophe. C'est une décision qui est catastrophique. Et donc, on voit que les décisions sont plutôt politiques que professionnelles. C'est le message. Nous allons poursuivre, si vous voulez bien maintenant, notre débat en accueillant notre invité du Grand Oral. Et c'est Aria Halimi qui est notre invité ce soir, avocat, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir Aria Halimi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans les grandes gueules Moyen-Orient, vous venez de publier le coup d'état d'urgence, surveillance, répression et liberté. C'est paru chez Seuil. Vous expliquez dans cet ouvrage que l'on fait un petit peu trop vite la confusion entre situation d'urgence, qui est un fait, avec l'état d'urgence, qui est un mécanisme juridique qui octroie au pouvoir exécutif des pouvoirs exceptionnels. Mais avions-nous réellement besoin de déclarer l'état d'urgence en 2015 en restreignant les libertés pour lutter contre la menace terroriste, demandez-vous? Et surtout, comment le confinement, qui est inédit dans l'histoire de France, a-t-il pu être mis en place sans provoquer de contestation majeure, ajoutez-vous également? Cette transition, expliquez-vous plus loin, permet à l'État, par l'intermédiaire du préfet, des effectifs de police, de contrôler des comportements et non plus des actes. C'est ainsi qu'est apparue la logique de soupçon généralisé. Voilà pour quelques-uns des mots que vous employez dans cet ouvrage. En vous lisant, Aria Halimi, on en oublierait presque que le gouvernement français, comme ceux du monde entier d'ailleurs, sont face à une pandémie qu'il faut gérer. Non, on ne l'oublie pas, mais la question, c'est de savoir quel est le mécanisme légal qui est utilisé pour gérer cette pandémie. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. J'entends les commentaires sur les dispositions ou les mécanismes qui sont utilisés et qui sont des mécanismes qui relèvent de la santé publique. Je ne suis pas, moi, ni dans l'ouvrage d'ailleurs, à même de déterminer s'il fallait confiner toute la population, s'il faut déconfiner ou s'il faut prendre telle ou telle mesure de couvre-feu. C'est pas l'objet de cet ouvrage. L'objet de cet ouvrage, c'est de décrypter comment on en est arrivé à utiliser l'état d'urgence. D'abord pour l'état d'urgence sanitaire en créant un nouveau texte, mais avant même en 2015 avec l'état d'urgence sécuritaire, comment on a eu recours à un mécanisme légal qui date de la guerre d'Algérie et qui, à mon sens, détruit peu à peu l'état de droit.
Alors d'ailleurs, vous utilisez des mots extrêmement durs. En parlant de 2015, je vous cite, en 2015, les musulmans pratiquants devenaient des terroristes potentiels et pouvaient être perquisitionnés ou assignés à résidence sur ordre du préfet. Aujourd'hui, toute personne est un malade potentiel du Covid et peut être assignée à résidence sans limitation de durée. Moi, je veux bien que vous pointiez du doigt la limite des libertés individuelles, mais est-ce qu'il ne fallait pas de toute façon passer par là et par ce type de mesures ? Alors, pour vous prendre l'exemple de 2015, moi, ce que j'essaye, c'est de décrypter comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on en est arrivé à utiliser un mécanisme exceptionnel, puisque l'état d'urgence, c'est un état d'exception. En 2015, j'ai assisté beaucoup de personnes qui ont été assignées à résidence, perquisitionnées administrativement, sur simple décision du préfet ou du ministre de l'Intérieur, qui ont vu leur vie détruite, brisée, uniquement parce qu'ils étaient musulmans pratiquants, et qui, à la suite, il faut le dire, c'est très important, toutes ces milliers de personnes qui ont été perquisitionnées et centaines de personnes assignées à résidence, eh bien, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Pendant ce temps, on a détruit leur vie en essentialisant ces personnes non plus en tant que sujets de droit, mais en tant que musulmans, parce qu'il y a eu une doctrine qui faisait une continuité entre la pratique musulmane et l'islamisme et éventuellement le terrorisme. Pareil pour l'état d'urgence sanitaire, il y a un mécanisme d'essentialisation. On ne considère plus que nous, population française, nous sommes des sujets de droit, mais nous sommes tous potentiellement porteurs du virus, donc nous sommes des sujets virus, et c'est comme ça que fonctionne l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'on essentialise les individus pour appliquer des mesures particulièrement attentatoire aux libertés. Alors, nos invités en plateau veulent réagir. Olivier Rafovitch. L'état d'urgence, Maître Halimi, en 2015 ou 2016 en France, il est la conséquence des attentats terribles et terrifiants de 2015 qui ont été perpétrés tous par des musulmans islamistes intégristes. Donc, quelque part, il y a une logique. Maintenant, c'est très facile de parler d'amalgame, de parler d'état d'urgence qui va... Parce qu'en fait, vous faites un peu allusion à presque à une méthode fascisante, où tous les musulmans seraient confinés parce que musulmans. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut faire très attention dans les mots. Même aujourd'hui, avec le Covid-19, il ne faut pas non plus rentrer dans une espèce de complotisme ou de conspiration générale où un État super puissant, une espèce de Big Brother, mettrait les gens en confinement parce qu'il y a le Covid. Tout cela, en fait, revient aujourd'hui à une situation qui est que les États cherchent des solutions, aujourd'hui, adaptées à une crise qui est tout à fait hors norme. Et dans cette hors norme-là, où des milliers et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants maintenant meurent, on cherche des solutions. Alors, elles ne sont pas toujours adaptées au droit, mais vous savez très bien que le droit est souvent en retard. Lorsqu'il faut adapter des lois et des méthodes, par exemple, face au terrorisme, le droit français a mis beaucoup de temps, et encore, il est même très loin, pour faire que les lois fassent que la police et les services de sécurité arrêtent les gens avant qu'ils tuent des gens, et pas après. Ari Halimi. Oui, j'entends votre propos, je ne partage pas du tout votre avis. Je pense qu'avec un équilibre institutionnel, constitutionnel, avec la justice antiterroriste, on peut empêcher ou endiguer le terrorisme. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas, Maître Halimi. C'est vrai qu'ils nous ont permis d'arrêter les attentats à venir. En 2015, les personnes qui ont été visées pendant l'état d'urgence, et j'en ai défendu beaucoup, ça n'étaient pas des terroristes, c'était des musulmans pratiquants, et on les a visés parce qu'il y a eu une rhétorique et un sophisme dans l'État qui consistait à considérer tout musulman pratiquant. Non, c'était des islamistes. Et devoir attendre. Vous savez, j'étais à Bruxelles. Attendez, tout le monde veut réagir. Très rapidement. On marque une toute petite pause. Ari Halimi, vous savez quoi? Restez avec nous. Restez avec nous. Non, Olivier. Restez avec nous, on marque une toute petite pause, 3 minutes, et je vous donne à tous la parole dans un instant. Je sais qu'à Paris, Abnous et André Berkoff veulent également réagir. Ne bougez pas. Dans un instant, la suite de nos grandes gueules Moyen-Orient, c'est juste après la pause. À tout de suite. On parlera également d'un sondage. Je vous interrogerai aussi dessus, Ari Halimi d'ailleurs, qui donne Marine Le Pen en tête en 2022 au premier tour, puisque je vous rappelle, on l'a presque oublié, mais dans 1 an et 4 mois, ce sera l'élection présidentielle française. À tout de suite. Les grandes gueules Moyen-Orient du lundi soir, seconde partie. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec moi ce soir. Noémie Aliwa, Olivier Rafovitch, Ali Waked, à Paris André Berkoff et Abdou Chalmani. Et notre invité en Zoom, si vous étiez avec nous juste avant la pause, Ari Halimi, avocat membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. On parlait avec vous, Ari Halimi, juste avant la pause. Vous disiez au fond, ce qui est pris aujourd'hui pour l'état d'urgence vous rappelle également 2015, à savoir que les individus, on leur retire certains droits au nom de cet état d'urgence. Et vous disiez à quelques instants, 2015, les musulmans étaient d'une certaine façon vus tous comme des terroristes. Abdou Chalmani voulait réagir à Paris. Oui.
Ah oui, je veux réagir, mais je soupçonne Monsieur Halimi d'avoir profité de la crise sanitaire pour écrire ce livre, juste pour le plaisir de revenir sur 2015 et faire exactement ce que font les islamistes dans leur discours, c'est-à-dire réussir à amalgamer les musulmans et les islamistes. Aucun musulman pratiquant n'a été arrêté depuis 2015. Ce sont des réseaux islamistes, ce sont des salafistes ou des djihadistes, des gens qui étaient déjà surveillés, qui ont été arrêtés. Donc cette espèce de mauvaise foi de vouloir réduire tout islamiste absolument à n'être qu'un musulman pratiquant, c'est non seulement insultant pour tous les musulmans, parce que ça sous-entend que tout musulman est un terroriste en puissance, ce qui n'est pas le cas. C'est là où amène votre amalgame, et ce qui est à chaque fois fascinant avec des gens qui pensent défendre l'islam, mais qui ne font qu'enfoncer les musulmans, c'est cet amalgame qui est celui que fait par exemple un type aussi peu recommandable que le néo-sultan Erdogan, qui n'utilise jamais le terme d'islamiste, qui n'utilise jamais que le terme de musulman pour bien marteler, et qui est une manière de rentrer dans les têtes et de faire croire qu'effectivement, en France, c'est un État qui fait la chasse aux musulmans. Alors il se trouve que, manque de bol, j'en suis d'origine, même si je ne pratique pas, et si moi je n'ai pas une tête reconnaissable, mon père a une bonne tête d'arabe, et qu'après 2015... ça n'a rien changé pour lui, c'est pas davantage, il a la moustache, il a une bonne tête d'arabe, il ne s'est jamais fait contrôler et il vit en plus en HLM. Donc j'aimerais juste expliquer d'où vient ce fantasme, parce qu'à mon avis, ces arrestations ont aussi permis d'éviter un nombre d'attentats considérables sur le territoire français, et heureusement qu'on les a fait. Mais c'est hallucinant, tant de mauvaise foi et tant de soutien aux islamistes, ils n'en demandaient pas tant. Ari Halimi. Je ne sais pas sur quoi se fonde votre invité. Moi, je me fonde sur les défenses que j'ai assurées, ainsi que sur les mémoires du ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif. Et j'ai assuré la défense de beaucoup de gens. Et ce que je pouvais voir, je vous donne un exemple qui justement assure cette logique du soupçon, puisqu'on me soupçonne de défendre des islamistes. Non, j'ai défendu des personnes, des sujets de droit, des citoyens français, qui ont été accusés d'avoir des liens avec le terrorisme et qui finalement n'ont strictement pas été poursuivis pour aucun des faits qui leur ont été reprochés. Dans les mémoires du ministère de l'Intérieur, on pouvait voir un sophisme, par exemple, qui consistait à dire, c'est vrai, on n'a pas de preuves contre cette personne, contre ce grand-père qui a été menotté en pleine nuit chez lui devant ses petits-enfants. On n'a pas d'éléments, mais c'est peut-être parce qu'il pratique la taqiyya. Et sachant que la taqiyya est promue par les mouvements terroristes, par Daesh, eh bien, c'est la preuve que peut-être cette personne, qui n'est que musulman pratiquant, sujet de droit, est peut-être terroriste. On n'a pas de preuves, et c'est justement parce qu'on n'a pas de preuves qu'il est peut-être terroriste. André Berkoff. C'est ça qui a été développé par l'État français. André Berkoff veut réagir. Oui. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. D'abord, mélanger les deux, l'histoire sanitaire et l'histoire de 2015, déjà me paraît bizarre. Quand je dis bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. Je vais vous dire, Ari Halimi, il y a pire que les fabricants de haine, il y a les fabricants d'excuses. Le problème, c'est qu'il y a 8 millions peut-être plus de musulmans en France. Et dire que ces musulmans sont persécutés est vraiment tomber dans l'hystérie la plus totale. Je rappelle quand même quelque chose, des petites anecdotes comme ça. En 2015, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, il y a eu l'égorgement à Saint-Pierre-du-Rouvray du père Hamel, il y a eu les gens... Au nom de quoi ? Au nom d'effectivement d'un islamisme radical. Moi, je vais vous dire, j'ai vécu au Proche-Orient, je parle arabe, je lis l'arabe, et jamais je ne confronterai, et je ne suis pas le seul, les musulmans en tant que tels avec les islamistes radicaux et les fanatiques salafistes et autres. Je veux dire que ce qui est très embêtant parce que je n'ai pas lu votre livre, mais je vous lis. Vous assignez à résidence, en fait, les musulmans. Il y a les musulmans. Alors, on va défendre les musulmans, c'est très bien, on va en faire une chose. Exactement il n'y a pas de chose, Ari Halimi. Il y a des juifs, des chrétiens, des athées, des blancs, tout ça. Il n'y a pas les musulmans pratiquants. Et quand vous dites quelque chose comme ça, excusez-moi, vous commettez une forfaiture en disant qu'on arrête en France tous les musulmans pratiquants, ou presque. Qu'il y ait eu des injustices, qu'il y ait eu des erreurs judiciaires. Je vous signale que pas mal de gens, un peu partout, musulmans ou pas, tombent sur les coups d'erreurs judiciaires. Bien sûr qu'il y en a. Mais comment vous pouvez amalgamer et mettre et chosifier une communauté entière ? Ça, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Et vraiment, si vous êtes un homme, surtout la Ligue des droits de l'homme, ou vous êtes la Ligue des droits des autres ?
Ari Il faut savoir Halimi. ce que vous défendez. Et ce que vous défendez aujourd'hui, excusez-moi, c'est une chosification d'une communauté qui, honnêtement, n'a pas besoin de vous pour se défendre. Ari Halimi, un mot quand même pour répondre à ce que vous dit André Berkoff et on va avancer. Je crois qu'il y a une confusion entre moi et ce que je décris. Ce que je décris, c'est une pratique de l'État. Moi, je dis justement qu'il y a eu un amalgame entre les terroristes et les musulmans. La deuxième chose, l'amalgame et l'analogie qui est faite entre les différents états d'urgence, c'est pas moi qui le fais, c'est l'État qui a créé l'état d'urgence sanitaire sur le moule de la loi de 1955 pendant la guerre d'Algérie. C'est le même moule qui était utilisé en 1955, en 2005, en 2015 et en 2020. C'est le exactement mot magique, le même. Algérie. Bravo. C'est exactement le même type de moule qui a été utilisé pour détruire progressivement l'état de droit, parce que c'est le propos de ce livre, c'est que face à la barbarie, à la dictature et éventuellement au totalitarisme, il n'y a que l'état de droit qui pourra nous protéger, et certainement pas l'état d'exception qui détruit cet état de droit. Noémie Aliwa. Oui, je voulais faire peut-être un pas de côté. Alors deux choses, juste, ouais. Deux choses aussi. Monsieur Halimi, comme vous, j'ai grandi à Sarcelles. C'est intéressant, je me suis rendu compte de ça en cherchant un petit peu. Et comme vous, j'ai été à l'école aux Aratora. Et je me demandais pourquoi vous ne parliez pas plus des questions d'antisémitisme et d'antisémitisme de banlieue, qui sont des réalités qui ont été montrées par les chiffres. Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas sur ces questions-là? Alors, d'abord, on m'a toujours entendu sur ces questions, parce que vous avez oublié que j'étais aussi président de l'UEJF Assas, c'est que j'ai toujours lutté contre l'antisémitisme. L'antisémitisme des banlieues, puisque vous venez de Sarcelles, je viens de Sarcelles, on sait que c'est des questions qui sont particulières à ces territoires-là. Ça a été l'un de mes combats fondateurs, l'antisémitisme, quel qu'il soit, d'où qu'il provienne. Et effectivement, il faut combattre l'antisémitisme d'où qu'il provienne, y compris dans les banlieues, y compris lorsqu'il provient de la communauté musulmane, comme on doit également lutter contre l'islamophobie lorsqu'il vient de la communauté juive. De la même manière. Donc effectivement, je combats cet antisémitisme. Mais ce que je combats en plus, c'est l'antisémitisme ou c'est l'islamophobie qui vient de l'État. Parce que ce qu'il y a de plus dangereux dans l'histoire, c'est lorsque l'État lui-même va essentialiser les individus, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dans d'autres époques de l'histoire, en France ou ailleurs. On essentialise, c'est pas moi qui le fais, c'est l'État. Vous parlez d'antisémitisme d'État. Maître Halimi, vous savez, vouloir mettre face à face l'islamophobie venant des Juifs, comme j'entends de votre part, et l'antisémitisme provenant de la communauté musulmane, je voudrais quand même vous dire, et en tant qu'Israélien qui a aussi de la famille en France, c'est que des musulmans intégristes ont tué des dizaines de juifs en France, mais aucun juif n'a tué de musulmans parce qu'il est musulman en France. Donc quelque part, votre discours aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, je ne vous connais pas monsieur, mais il correspond à un narratif islamiste intégriste sous le chapeau, sous la robe d'un avocat qui parle des droits de l'homme, mais qui parle aujourd'hui, non pas des droits de l'homme, mais des droits des islamistes intégristes. Alors je pense que vous devriez peut-être revenir aujourd'hui qui est au fondamental, c'est la crise sanitaire en France, et laisser 2015 aux historiens et aux victimes, parce que les victimes dans votre bouche, maître, je n'entends absolument rien des victimes. Des centaines de morts, 2015, 2016, des milliers de blessés, des enfants assassinés, déchiquetés. Où étiez-vous? Et où êtes-vous aujourd'hui dans votre discours qui parle de droits de l'homme et qui parle de droit et de l'État, ou de dictature de l'État? Moi, je parle de dictature, d'un totalitarisme islamiste intégriste qui est maintenant répandu dans toute l'Europe, et en France en particulier. Et avec un tel discours aujourd'hui, malheureusement, c'est un beau discours en théorie, mais en pratique, vous donnez du carburant à ces gens-là qui tuent et qui malheureusement continueront à tuer parce qu'un État aujourd'hui qui ne respecte pas la vie des hommes, n'est-ce pas, au nom du droit, eh bien, est un État qui commet une faute impardonnable. En Israël, on est souvent critiqué parce qu'on passe à l'action avant que les terroristes tuent des Israéliens. Alors, c'est pas toujours légal, mais ça sauve des vies. Et j'espère que la France sera de côté. Ari Halimi, je vous laisse répondre, Olivier Rafovitch. Mais je vous oppose simplement le fait que c'est votre discours qui, à mon sens, détruit l'état de droit et va probablement créer encore plus de radicalisation. C'est ce discours qui va stigmatiser les musulmans et qui va faire que des musulmans... Je ne parle pas des musulmans, je parle du terrorisme. Je ne parle pas des musulmans, je parle du terrorisme. Ari Halimi. Qui sont
qui sont dans une démocratie vont être stigmatisés parce qu'on les assimile de manière globale avec ce discours aux islamistes terroristes. Mais c'est vous et c'est cela qui va créer du communautarisme. C'est ça qui crée du communautarisme depuis très longtemps. Vous vous rendez compte, c'est du délire. Vous êtes aujourd'hui. Laissez-le finir, Olivier. Non, attendez. Vous dites aujourd'hui une chose qui est pour moi gravissime. Vous accusez en fait ceux qui combattent le terrorisme islamiste intégriste d'être les responsables du terrorisme islamiste intégriste par leur combat. Ari Halimi, laissez-le répondre. Hallucinant, c'est un renversement délirant. Je dénonce la façon dont on le combat. Moi, je crois à la justice. Et je crois que c'est la justice antiterroriste qui doit combattre le terrorisme. Et certainement pas les discours que vous tenez qui créent une assimilation entre le terrorisme et l'ensemble des musulmans. Vous êtes Ali Waqued, un mot Ali Waqued qu'on n'a pas entendu dans ce débat. Personne ne dit ça. C'est vous qui le dites. Et je pense que l'état d'urgence... Je pense que l'état d'urgence en 2015 a fait cette assimilation entre les musulmans et les terroristes. Je pense qu'il y a une essentialisation dans le mécanisme de l'état d'urgence. Attendez, on a compris les idées des uns des autres. J'aimerais entendre Ali que j'ai pas entendu encore sur ce thème. Comme dans l'état d'urgence de 2020 où on a essentialisé... On vous a entendu, Ari Halimi, pardon, il faut qu'on passe la parole. Ali Waqued. Moi, je veux réagir sur le... On a essentialisé les malades. Attendez. Moi, je veux réagir sur l'état d'urgence. Plus tard dans cette émission, on va parler du printemps arabe. Et moi, je connais tant des régimes dans le monde arabe qui ont pris profit de cette épidémie pour établir l'état d'urgence. Vraiment pour réduire les libertés individuelles et les libertés des personnes dans ce monde arabe. Vient, ça. C'est quoi ces idées-là? Olivier. Il y a une épidémie mondiale. Non, mais écoute, c'est un discours qu'on entend jour et nuit. L'état d'urgence est renouvelé dans les pays arabes sans relation avec l'épidémie. Maintenant, avec cette épidémie, il y a des États et des régimes qui prennent profit de cette épidémie pour durcir plus ces mesures qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Et moi, je pense que Monsieur Halimi exagère en faisant une comparaison entre 2015 et cette épidémie. Mais oui, il y a une ambiance anti-musulmane. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette confusion entre islamistes et entre musulmans. Mais c'est pas vrai. Olivier. Mais non, mais c'est pas vrai. Attendez, laissez Ali Waqued terminer. Il a le droit de parler aussi dans cette émission. Il a le droit de parler aussi. On peut critiquer, on peut discuter avec Maître Halimi, mais on ne peut pas nier qu'il y a une islamophobie, parce qu'une islamophobie qui a beaucoup pris de place... En Israël ou ça? Non, en France, je parle... Parce qu'il y a des éléments islamistes qui ont fait ces attaques. C'est à donner. Et nous, on sait que les antisémites n'avaient pas besoin d'une intifada ou d'une attaque israélienne ou d'un bombardement israélien pour faire surgir leurs sentiments antisémites. Ils étaient là, ces sentiments, mais ils ont pris profit d'une attaque ici ou d'une attaque là-bas. Juste pour... En France, En France, il n'y a que des islamistes intégristes qui ont tué des centaines de Français, chrétiens, protestants, blancs, noirs, musulmans aussi. Et ce projet de loi, il a pour but de lutter contre les islamistes? Non. Le nouveau projet de loi de M. Macron n'a pas pour but de lutter contre les islamistes. Il a pour but de lutter contre... contre le fait que certains musulmans insistent à vivre la façon de vivre qu'ils veulent en France. Moi, j'ai une discussion avec ces musulmans. Qu'ils aillent vivre comme ils veulent dans leur pays d'origine et pas en France. Mais ce projet de loi dans une démocratie, un islamiste, j'aimerais bien qu'on entende Paris. Un islamiste provient d'un milieu musulman intégriste. On n'est pas islamiste tout d'un coup. On en vient, on y arrive. C'est pour ça qu'il y a besoin aujourd'hui de mettre un cadre légal et républicain en France par rapport à J'aimerais entendre Paris. Attendez. Personne ne sanctionne. Vous dénoncez une situation, j'aimerais qu'on ait des sanctions collectives. André Berkoff. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. D'abord, effectivement, il faut quand même arrêter. C'est-à-dire que Ari Halimi a fait une confusion fondamentale entre ce qui se passe en 2020
ou 2021 avec l'état d'urgence sanitaire, et 2015 avec l'état d'urgence sécuritaire. Ça l'arrange, bien sûr. Je signale simplement que le Covid n'est ni islamiste, ni antisémite, ni quoi que ce soit. Le Covid, c'est le Covid, traitons-le comme un virus. Ne faisons pas de comparaisons gratuites et d'amalgames ridicules. Et dangereux. Je voudrais simplement dire par rapport à ça, par rapport à l'islamisme, hein, évident. Le problème, il est extrêmement clair. En France, pays laïque, c'est très simple. Il y a 8 à 10 millions de musulmans. Il y a au moins les 2/3 qui veulent vivre dans la laïcité de la France. Et vous avez peut-être un tiers, peut-être plus, peut-être moins, qui met les lois de la charia au-dessus des lois de la République. Ce ne sont pas des terroristes, je ne parle pas des terroristes, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et quand ils veulent sincèrement mettre les lois de la charia au-dessus de la République, ils veulent établir, et on le sait, et ils l'ont dit. Et Ben Laden l'a dit, et Daesh l'a dit, ils veulent un État islamique. Ils sont très cohérents et très francs. Il ne faut pas se raconter des histoires. Ils ont au moins cet avantage de la cohérence et pas l'hypocrisie d'un certain nombre de gens qui veulent faire passer effectivement tous les musulmans comme des victimes de la censure française. Oui, mais monsieur Berkov, est-ce que chaque musulman qui apporte une barbe, est-ce qu'il est un salafiste intégriste? Pardon? Est-ce que chaque musulman qui porte une barbe, il est un intégriste salafiste? Mais au secours, mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? Qui a dit en France que tous les musulmans sont des salafistes? Dites-moi une personne qui l'a dit. Outre le fait que je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire André Berkov, oui. Donc je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire André Berkov, mais en plus, quand on regarde sur ce texte, sur 9 organisations musulmanes, il y en a 3 qui refusent de signer. Ce sont 3 organisations qui, comme par hasard, sont liées à la Turquie d'Erdogan, qui est l'un des pays qui garde la plus grande emprise sur son immigration. Je peux continuer à les waquettes d'une et de 2, sur quoi? Ce qui leur pose problème, c'est quoi? Le problème, c'est sur l'égalité homme-femme, parce que, en mince, je ne vais pas pouvoir donner tout le pognon à mon fils, il faut que je le partage avec ma fille, et sur l'apostasie, mais vous rigolez ou quoi? Donc, crime d'apostasie, donc vous n'avez pas le droit de changer de religion. Ça achoppe sur ça. Donc, j'aimerais savoir votre délire, là, où est-ce que vous partez? Je veux dire, mais on vit en France, je veux dire, on fréquente des gens, on voit bien que ce que vous racontez n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas de chasse aux musulmans, il n'y a pas une loi qui essaye de faire des musulmans des sous-citoyens, c'est justement une loi qui va justement renforcer les 2/3 des musulmans qui sont des citoyens français qui veulent faire leur vie tranquillement, élever leurs enfants sans avoir au-dessus d'eux un groupe islamiste issu de leur pays d'origine qui les surveille et qui les empêche d'accéder à l'autonomie, et c'est tout. Et vous êtes en train d'expliquer que la France est devenue un pays qui est en train de matraquer ces musulmans juste parce qu'ils ne veulent pas suivre la charia. C'est ça votre problème, c'est qu'en fait nos musulmans sont trop sécularisés et ça vous fait chier. Parce que du coup, s'ils étaient tous des islamistes, ça vous permettrait cette putain de révolution que vous n'avez jamais réussi à faire, quoi. Et maintenant, vous avez changé de prolétariat et c'est cela que vous voulez. La transition est parfaite. C'est honteux. La transition est parfaite. Aria Halimi, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Je vous donne quand même un mot de conclusion parce qu'il s'est dit beaucoup de choses ces dernières minutes. Oui, je pense qu'on mélange un peu tout, mais il aurait peut-être fallu lire le livre. Le propos du livre, c'est que l'état d'urgence fonctionne sur un transfert de tous les pouvoirs législatifs vers l'exécutif et du judiciaire vers l'administratif, c'est-à-dire qu'on va vers une centralisation des pouvoirs, vers une petite dictature. C'est ça le premier propos du livre. Ce n'est pas une confusion entre le virus et les musulmans. En revanche, la nature... Vous dites que la France se dirige vers une dictature, en clair. L'état d'urgence, c'est un état de siège, au sens théorique du terme. En fait, contre le terrorisme, vous préférez rien. En fait, rien. Laisser les terroristes aller tuer je préfère les juger. Voilà. Non, vous savez, Arié, vous avez un nom qui me rappelle malheureusement un drame. Et le drame d'Ilan Halimi. Et je pense qu'avec un nom comme le vôtre, on ne peut pas malheureusement faire abstraction de ce qui a été le terrorisme antisémite en France. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, face à tout ce qui se passe aujourd'hui, vous devriez avoir quelque part plus de mesures. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de conclure, je vous en prie. Je vais juste vous lire la phrase d'Abraham Burg, président de la Knesset, aujourd'hui. Pour vous parler d'Israël et des mécanismes qui sont populaires. Il n'est en plus, juillet 2018,
En juillet 2018, depuis la loi sur l'État-nation du peuple juif, tout est changé. Ce qui définit Israël, désormais, c'est le seul monopole juif, sans l'équilibre constitutionnel des droits et libertés. En vertu de cette loi, un citoyen d'Israël qui n'est pas juif est assigné à un statut inférieur, comparable à celui qui a été assigné aux juifs pendant des générations. Ce qui fut odieux pour nous, nous l'infligeons maintenant à nos citoyens. C'est un autre débat que vous ouvrez, Ari Halimi. C'est pas la conclusion sur le thème du tout que vous faites. C'est exactement le même mécanisme. Donc c'est un juif antisioniste, Ari Halimi. Vous lancez un autre débat, Ari Halimi, là. Pardon, mais c'est complètement autre chose. Vous êtes donc le même mécanisme. C'est un crime. Vous êtes donc un juif antisioniste. Est-ce que c'est un crime d'être un juif antisioniste? Je vous pose la question. Êtes-vous un juif antisioniste? Je pense que le sionisme aurait dû s'arrêter au moment de la déclaration Donc d'Israël. tous vos propos jusqu'à maintenant, pour moi, sont absolument, Merci. Sincère. Ari Halimi, je voudrais quand même vous remercier. Attendez, Olivier. Un juif antisémite, c'est clair. Il a eu le droit de parler, c'est l'important. Antisioniste. Voilà. Bon. Ari Halimi, merci d'avoir été avec nous. Le débat a été vif. Je rappelle la sortie de votre ouvrage, Le coup d'état d'urgence, paru chez Seuil. Merci d'avoir été. On a entendu votre point de vue. Je pense qu'on a entendu les points de vue de tout le monde ce soir. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va devoir passer au dernier sujet du soir. Il y a 10 ans, jour pour jour, on voulait consacrer 20 minutes là-dessus, mais on va devoir faire très vite, Noémie Aliwa. La place Tahrir du Caire qui était envahie par les manifestants, qui espéraient un printemps arabe. 10 ans après, les printemps arabes ratés sont légion. Oui, exactement. Prenons plusieurs exemples rapidement. En Syrie, en Libye et au Yémen, eh bien, les mouvements de protestation se sont soldés par des guerres civiles. En Syrie, par exemple, elle n'a pas permis la chute de Bachar el-Assad. Dans d'autres pays, il y a eu des sortes de régressions autoritaires, comme en Égypte. Le dictateur Hosni Moubarak a quitté ses fonctions en 2011, mais il a vite été remplacé par Abdel Fattah al-Sisi lors d'un coup d'État militaire en 2013. C'est une sorte de retour au statu quo avec une dictature militaire en Tunisie. C'est finalement peut-être le pays qui s'en est le mieux sorti. Il a adopté une nouvelle constitution en 2014. Mais quand vous lisez les reportages, notamment ceux qui ont été publiés aujourd'hui sur la BBC, vous voyez que finalement rien n'a changé. Vite, rapide tour de table les uns les autres pour les 5 minutes qui nous restent. Ali Waked, bilan négatif de ces 10 ans. Non, absolument pas. Moi, je ne partage pas cette unanimité comme quoi le bilan de ce printemps arabe, il est sombre pour quelques raisons. Un, même en Égypte, en Tunisie, cette barrière de la peur qui caractérisait les relations entre le citoyen arabe et son régime et son pouvoir n'existe plus. Un. Deux, si on compare le mouvement révolutionnaire dans ce monde arabe depuis 2010, il est très comparable à ce qui s'est passé en France. La France en 1789 jusqu'à... a commencé la Révolution française. Il y a eu la terreur et il y a eu les têtes tranchées. Absolument. Et donc, moi, je pense qu'il y a des éléments positifs dans ce mouvement protestataire dans le monde arabe qui n'est pas arrivé à son bout. Et je pense donc, que bilan positif, ça vous dit, il ne faut pas tout jeter en tout cas. André Berkoff à Paris. Moi, je voudrais dire, effectivement, le printemps arabe a été quelque chose de très important et il continue. Je vais dire pourquoi, rapidement, très rapidement. En fait, il a montré une chose, même s'il a échoué. La tentation de la liberté ne connaît pas de frontières, ne connaît pas d'ethnie, ne connaît pas de religion. C'est-à-dire que les jeunes arabes ont autant envie, et les jeunes ou les moins jeunes, ont autant envie de liberté que tous les autres citoyens du monde. Mais ça aboutit à quoi tout ça, André Berkoff? Ça aboutit à quoi? Alors je vais vous dire pourquoi ça n'aboutit pas. Parce que on est dans ces pays, entre le marteau et l'enclume. On est entre le marteau islamiste et l'enclume militaire. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu sortir jusqu'à présent de cette alternative, hélas, mortifère entre l'islamisme et les militaires. Et il faut savoir ce qu'ont choisi les islamistes ou les militaires. Mais on l'espère, et moi je suis naturel optimiste, j'espère que les peuples arabes qui ont soif de liberté vont un jour sortir de cette alternative mortifère. Et c'est l'homme qui a le cœur au Liban, notamment, qui le dit. Abnous, dans la minute qui nous reste. Bien sûr. Et là, il a raison. Non, André a raison. Cette aspiration à la liberté prouve une nouvelle fois cet universalisme où tout humain... Mais on est tous d'accord là-dessus. Plus de liberté, plus d'égalité, et ça, c'est toujours beau à voir. Mais non, c'est... Pour moi, puisqu'il faut aller très très vite, je vais aller très très vite. S'ils sont coincés entre les islamistes et les militaires, c'est
pendant des années, depuis, en gros, pour faire simple, depuis les indépendances, cette espèce d'incapacité de fabriquer des élites, mais qui est due à une seule chose, la peur de la société civile, c'est-à-dire ce fonctionnement clanique dans ces États arabes qui veulent garder absolument le pouvoir et éduquer le peuple et donner accès à l'éducation au peuple, c'est être certain que l'alternance finira par s'installer et que l'idée de clan finira par disparaître. Et c'est ça le malheur, c'est d'avoir maintenu tous ces peuples dans l'ignorance. Et moi, ça me rend malade. C'est oui, mais ça attendez, ignorance, pas ignorance, il y a eu des processus. Qui n'a pas été construite. Pardon, mais il y a des processus démocratiques qui se sont mis en place. Ça n'a pas fonctionné. Et il y a une société civile. Démocratique, non, mais il y a des changements qui ont lieu. Je suis d'accord avec André Berkoff, qui ont lieu, qui prennent du temps. Par exemple, les accords d'Abraham, qui font que des pays arabes musulmans, des pays arabes avec des monarchies même, mais d'autres avec le Maroc, le Soudan. Non, mais ces pays-là se rapprochent. Mais sans la société civile, ils ont signé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un mot dans ce printemps arabe, c'est le mot démocratie. Et ce que j'espère de tout mon cœur, qu'on espère nous ici en Israël, c'est que ce printemps arabe touchera également les Palestiniens qui pour l'instant sont encore dans un hiver très profond. Tant que le mot est donné au régime militaire qui ont perdu des privilèges au début de ce processus et ils ont récupéré ces privilèges, je pense que le mouvement révolutionnaire n'est pas arrivé à sa fin. Et comme Moussa a dit, le 1 de septembre de ce printemps, c'est la renaissance de la société civile dans le monde arabe et moi je compte beaucoup sur cette société civile. Eh bien on en reparlera ensemble les prochaines semaines. Merci à tous d'avoir participé à ces grandes gueules du lundi soir. Cette dernière information pour vous dire que le ministère de la Santé israélien demande un prolongement d'une semaine encore du confinement actuel. D'ailleurs, c'est la question qu'on vous a posée ce soir sur notre page Twitter et Instagram. Regardez les réponses que vous nous avez apportées ce soir. Vivons-nous sous une dictature sanitaire aujourd'hui? Voici vos réponses du soir. À une majorité à 59%, vous nous dites oui, c'est une dictature sanitaire. On en reparlera les prochains jours. Écoutez, voilà. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain à partir de 20h.